Bienvenue pour ce nouveau set à lire avec Maude Mailleras. Maude Mailleras, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi une personne qui travaille dans la communication, le graphisme. Comment est-ce qu'on allie ces deux métiers, ces deux choses qui vous occupent tout le temps? Alors, je ne vais pas dire que c'est facile, mais pour moi, la communication, c'est vraiment un métier. Et l'écriture, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de gamine, qui est resté un rêve de gamine et que j'arrive toujours pas à considérer comme un métier. Du coup, ça s'imbrique assez bien. Justement, on va parler de cette occupation, ce rêve de gamine. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'écriture. Alors, les romans noirs, les thrillers sur fond psychologique tourmenté. Votre dernier roman en solo, Les Monstres, édité aux éditions Anne Carrière. C'est vraiment un texte qui donne le frisson, hein. Moi, j'ai eu plusieurs moments où j'ai juste fermé légèrement le livre pour me remettre de mes émotions. L'enfermement d'une jeune femme, Rosemary, avec ses deux enfants, Aine et Jung, dans un terrier. Un ogre, il leur mène la vie dure, hein, il y règne en maître. Qui sont vraiment les monstres? C'est la grande question. Dans n'importe quelle situation, que ce soit la réalité, que ce soit dans les romans, que ce soit dans les films, le monstre est... Je vais énoncer un cliché, mais le monstre est toujours humain. Et ce qu'on appelle un monstre, ça vient de montrer, c'est ceux qui sont différents de nous au départ, mais je pense que les pires des monstres, c'est ceux justement qui ne se voient pas. Et généralement, on ne les voit pas, les pires. Il faut un petit peu de temps pour les repérer. Et justement, la construction de ce texte oscille entre fable à message d'Aleph, l'auteur de ces textes, voilà, et qui est lui-même le monstre, hein, enfin, on l'imagine, et l'évolution du roman. Ces deux textes se répondent. Comment est-ce que vous avez construit les choses? C'est toujours une question difficile. C'est vrai que moi, j'ai pas un modus operandi, comme on dit, qui est très stable. J'écris, je reviens en arrière, je change. Et les contes, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et c'est un roman qui s'y prêtait, c'était un récit qui s'y prêtait, justement parce que ces contes font partie de l'éducation de ces enfants monstres qui grandissent dans le terrier. Et ce sont des contes, effectivement, qui répondent à la réalité et qui sont... c'est du bourrage de crâne, en fait. Voilà, ils sont formatés avec des contes et avec ce que veut bien leur apprendre l'ogre. Alors, comme dans Luxe, hein, toujours édité aux éditions Anne Carrière, un de vos précédents romans, on ressent la rudesse, hein, des rapports humains. On peut être surpris ou parfois en colère. Est-ce que l'absence d'amour entre les personnages caractérise un bon thriller? Alors c'est très intéressant parce que Luxe, pour moi, c'est une histoire d'amour, en fait. C'était un adolescent qui est tombé amoureux et qui revient euh, dans la ville où il est tombé amoureux pour justement comprendre ce qui s'est passé de dramatique à l'époque. Je vais essayer de pas en dire trop. Il n'y a jamais de manque d'amour, mais l'amour n'est pas forcément... comment dire? On a tous sa définition de l'amour. Mais une mère qui frappe son enfant, pour elle aime son enfant. Elle lui donne pas forcément les bonnes cartes au départ, mais elle l'aime. Elle fait ça pour le cadrer, pour lui apprendre les choses, selon elle. Oui, Selon elle. Ça n'est pas mon opinion du tout. Mais selon elle, elle l'éduque. On a tellement de cas, c'est plus le cas heureusement aujourd'hui, mais des anciennes générations, combien ont reçu des claques, ont été enfermés, voilà. Et c'est terrible de le dire, mais c'était normal. Et c'était aimer son enfant. Et pourtant, Aleph, il enferme ses enfants, il enferme sa fille. L'amour est pas vraiment présent et il les protège, soi-disant, mais cette protection n'est que surface. C'est là où l'amour n'est pas celui qui correspond à notre définition, à nous. Mais lui, selon lui, aime ses enfants. Il aime sa fille, beaucoup trop d'ailleurs. Mais
Ouais, c'est très difficile à En fait, ça à rend le définir. roman très efficace, cette nuance dont vous parlez, Mmh. très très bien. Ou est-ce que c'est peut-être l'absence d'humanité alors? J'irai un peu plus loin. Peut-être, peut-être et puis c'est ce dont on parle de plus en plus maintenant, tout ce qui concerne la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère comme trauma de ses parents, de la façon dont on nous a éduqués. Bah, tout tout ce schéma-là, il provient de génération et de génération et le fait que cet ogre soit devenu un ogre, bah, ça vient pas de nulle part. Votre écriture, vous en parlez régulièrement. Euh, 96 pages, pas de repères temporels, pas de repères géographiques. Quelle est cette technique narrative que vous défendez, que vous aimeriez appliquer à tous vos romans? Mmh, pareil, c'est difficile à dire pourquoi, mais je pense que c'est, pour moi la possibilité donner la possibilité au lecteur de s'imaginer n'importe quel lieu. Réflexe, on on me l'a défini à Limoges, on l'a positionné au Japon, en Allemagne, en Angleterre, voilà. Le but, c'est vraiment que chacun, puisse imaginer son propre lieu, sa propre cartographie, et y placer les personnages comme il les entend, comme il les voit, comme il les imagine. Et c'est vrai que, pour moi, il y a pas besoin d'avoir un lieu, clairement défini, heu, pour y placer une histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi ce C'est à lire. À bientôt pour de nouvelles lectures.